Elle savait. Non, justement, pas question qu'elle sache. Je me laisse entraîner jusqu'à la voiture. Je n'ai même pas allumé l'autoradio, ce que je fais aussitôt d'habitude, mais elle ne s'en émeut pas. Elle est trop occupée à se faufiler dans les embouteillages. Mes jambes sont engourdies et ma tête flotte. Entre les cachets qui poussent à dormir et ma détermination à ne pas sombrer dans le sommeil, je me sens comme l'alcoolique qu'on voit dans les films, qui jure qu'il tient le coup, alors qu'il vient de boire le verre de trop. Il faut absolument que je donne le change. Que je tienne encore quelques heures. Ma hantise, c'est qu'on me lave l'estomac, que le lendemain on dise « Elle a eu un coup de folie, mais c'est passé, on n'en parle plus ». Alors que désormais, on ne pensera qu'à ça. Je n'ai pas lancé d'appel au secours. Je n'ai fait sonner aucune alarme, déclenché aucune balise. Je ne veux pas qu'on me sauve pour ensuite s'interroger sur mon compte. Il y a longtemps que c'est trop tard. Heureusement, maman ne semble pas inquiète. Elle est encore trop en colère contre moi. Elle doit penser qu'un malaise est bien le moins qu'on puisse ressentir après avoir tant éprouvé les nerfs de sa mère. Peut-être même y voit-elle un signe de mauvaise conscience. Je la laisse croire. J'ouvre la fenêtre, mais la brise de mai est trop douce pour me donner le coup de fouet souhaité. Je m'assoupis, malgré la brièveté du trajet qui sépare l'école de la maison. En sortant de la voiture, je sens à peine mes jambes. Mon cartable est beaucoup trop lourd. Je sens le regard de maman sur moi, alors j'essaye de marcher le plus naturellement possible jusqu'à la porte de notre immeuble. À peine arrivée dans l'appartement, sans même poser son sac, elle appelle le médecin, qui nous soigne depuis suffisamment longtemps pour qu'elle ose le déranger à l'heure du repas. Je l'entends téléphoner du couloir. Pourvu que ça sonne occupé et qu'il ait décroché pour manger tranquille. Oh, non, c'est raté, elle parle. C'est très bref. Elle raccroche, me rejoint dans la chambre, énervée. Elle vient juste de le manquer, elle n'a eu que sa femme. Il est parti en urgence, il ne passera que dans 3 heures. Elle tire les rideaux de la fenêtre et je m'allonge en remerciant la pénombre. Pour une fois, le ciel est de mon côté. Il est 15 heures, je n'ai rien pu avaler pour le déjeuner. J'ai dit à ma mère que j'avais mal au cœur. Je suis en pyjama, dans mon lit. Il ne faut pas que je m'endorme. J'essaye de lire, de me concentrer sur les mots, de toutes mes forces. La femme de ménage m'apporte un verre d'eau. Elle avait l'air drôlement embêtée hier de nous entendre crier. Elle pose une main hésitante sur mon front qui n'est pas chaud du tout. Au contraire, j'ai de plus en plus froid. Elle me demande comment je me sens et je suis chavirée soudain par sa sollicitude. Je prends cette main tiède et la pose sur ma joue en murmurant « Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé, ça n'arrivera plus ». 2 minutes plus tard, ma mère entre en trombe dans ma chambre et me secoue, sans gentillesse. « Qu'est-ce que tu as dit à Monique ? Qu'est-ce que tu as encore fait ?» C'est le « encore » qui me scelle définitivement les lèvres. Je ne cherche plus à soutenir son regard. Je ferme les yeux et j'attends qu'elle sorte. Cette journée n'en finit pas. Je verse un peu de l'eau du verre sur mon visage pour me réveiller. J'ai terriblement envie de dormir. J'allume la radio, fort. Un animateur faussement enjoué s'est lancé dans la traduction des paroles d'une chanson des Beatles. Ce n'est pas pour les textes qu'on les aime, imbécile. J'ai dû somnoler car je sursaute en sentant les mains froides du docteur Hassan se poser sur mes tempes. J'ouvre les yeux sous ses sourcils poivre et sel, son regard impassible. Il m'ausculte, écoute mon cœur battre, me prend le pouls, puis m'allonge sur le lit et dit en me tenant les poignets « Tu peux me parler, tu sais, je suis médecin ». Je jette un coup d'œil à sa montre pendant que son bras est tourné vers moi. 16h20. J'ai tout avalé à 8h, cela devrait suffire. Alors je raconte, tant bien que mal, en butant sur les mots que j'ai maintenant de la peine à former, l'armoire à pharmacie, les boîtes vides jetées sur le chemin de l'école, les grands verres d'eau. Il regarde l'heure à son tour, se lève brusquement, range ses affaires d'un coup. Il a le visage fermé de celui qui doit prendre rapidement une décision difficile. Avant de quitter la chambre, il me regarde d'un air douloureux et je mesure le poids que je viens de lui mettre sur les épaules. Je voudrais lui dire que je suis désolée de lui faire ça à lui, qui n'y est pour rien. Mais je n'ai plus d'énergie. Ma langue est encore plus engourdie que mon cerveau. Ma mâchoire est comme plâtrée. Ma bouche ne s'ouvre plus. Le temps que j'évalue l'état de mes forces, il est ressorti. Alors je renonce. Je glisse dans une nuit sans rêve. Mon corps n'est plus que de la ouate. Je me sens tomber dans le vide qui m'aspire et m'absorbe, sans un bruit. Cette fois, ça y est. Tout va reprendre sa place. Eux ici, moi là-bas. J'entends le réveil sur la table de nuit. Je me dis qu'il bat trop fort, plus fort que mon cœur qui ne bat presque plus. La trotteuse du réveil. C'est la dernière chose dont je me souvienne. Des bas noirs opaques, avec derrière une couture qui partait du milieu de la cheville et courait tout le long de la jambe. Je les ai remarqués tout de suite quand ma mère est entrée dans la chambre. Je ne sais pas quelle heure il était.
J'avais beaucoup de fièvre. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.